le plancton et donc le carbone, l'impact pour le plancton, on voit que finalement, le poisson contribue à 16% de l'enfouissement carbone dans les océans. C'est un puits à carbone finalement. Et si l'on reprend ce puits à carbone, que constate-t-on? Eh bien, on constate que l'on a étudié la position de l'Europe de manière spécifique et on voit que ce puits de carbone se retrouve principalement dans le nord de l'Atlantique, mais c'est là aussi qu'on retrouve un très grand pourcentage de l'intensité du secteur de la pêche, avec pas mal de chalutiers, surtout sur le maquereau dans l'Atlantique, et tout cela contribue bien sûr à la pollution. Alors, une question qui abonde dans le même sens, alors qu'on avait vu cette carte, on avait entendu la présentation qui avait été faite à ce sujet, et est-ce que la pêche, une réduction de la surpêche permettrait de réduire le changement climatique? C'était une des grandes questions. La réduction de la surpêche peut-elle réduire l'impact du changement climatique? La question, en fait, si on la traduit autrement, c'est quelle serait la réponse de l'Union européenne? Que peut faire l'Union européenne pour aller dans ce sens? Et Ska Keller, je vais vous donner la parole pour que vous nous donniez peut-être une réponse à cette question. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir invité. Je pense effectivement que l'Union européenne peut faire beaucoup. Elle peut faire beaucoup pour résoudre ces problématiques. Alors, c'est vrai qu'une grande partie de la pêche européenne est contrôlée, entre guillemets, par des politiques européennes. Alors, la Commission, le commissaire fait de son mieux pour que l'on avance dans la bonne direction pour un meilleur contrôle de la pêche, mais ce n'est pas une mince affaire, vous savez. Comme vous le savez, moi, je suis membre du comité, de la commission Océan et Pêche. Et il faut savoir que les Verts ne sont pas toujours majoritaires pour parler de ce genre de questions. Et par exemple, quand on parle d'arrêt d'urgence pour la pêche, avant la disparition de certaines espèces qui sont déjà en voie d'extinction, bien, ce n'est pas évident d'avoir ce système d'arrêt de secours. Il n'est pas évident d'avoir le soutien d'autres couleurs politiques qui sont parfois très ouvertes aussi à ce genre de problématiques, mais ils ne pensent pas que réduire eh bien, l'effort de pêche est toujours une bonne idée parce qu'ils font face à beaucoup de pression, notamment du secteur de la pêche. Et le secteur de la pêche est un grand secteur dans l'Union européenne. Et donc, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Alors, nous avons pas mal d'outils en main. Nous avons, par exemple, une législation européenne sur l'aide au secteur de la pêche pour déterminer quel volume de pêche, quel peut être l'effort de pêche, comment on peut contrôler l'outil de pêche. Donc, on a pas mal de législation. Maintenant, nous devons être certains que cette législation est bonne et bien appliquée. Et nous avons besoin d'une majorité ici au Parlement européen, mais aussi dans les gouvernements nationaux, parce que c'est la règle du jeu. Au niveau de l'Union européenne, on doit travailler avec le Conseil de l'Union européenne et donc nous devons travailler sur les gouvernements nationaux. Donc, nous sommes encore loin de l'objectif. Nous avons les outils, mais nous n'avons pas encore réalisé 100% du chemin. Monsieur le commissaire, on vient de dire on a les outils, les instruments. Faut-il d'autres outils et d'autres instruments auxquels pourrait être le rôle de la Commission pour s'assurer que ces outils soient les meilleurs, les plus adéquats et peut-être pour déterminer si d'autres outils sont encore nécessaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un véritable plaisir de pouvoir prendre la parole aujourd'hui après-midi à vos côtés. Alors, pour commencer, nous avons déjà la politique commune de la pêche. Je pense que c'est un outil très puissant. Je pense qu'elle devrait être révisée pour être ajustée, comme je dirais, ajustée aux défis actuels. Maintenant, une pleine mise en œuvre de la politique commune de la pêche serait utile. Je suis même presque certain que ce serait déjà le bon médicament face à cette maladie que nous vivons. Je pense que cette politique de la pêche est équilibrée et respecte toutes les parties prenantes. Nous avons les différents piliers de la politique commune de la pêche, le pilier social, le pilier économique et bien sûr la durabilité et l'environnement. Tout cela est bien couvert. Et la Commission est toujours accusée. C'est toujours la Commission qui est accusée par les parties prenantes en disant que ce sont les autres qui s'en tirent mieux et qui reçoivent plus. Non,
jouant ainsi un rôle d'équilibriste qui tente de trouver un équilibre très délicat entre les intérêts des différents acteurs et nous tentons de maintenir l'équilibre. Et donc, comme Ska l'a dit, à juste titre d'ailleurs, il est difficile de prendre des décisions. Les décisions sont toujours difficiles et je dois quand même pouvoir vous dire que je suis heureux de la transparence actuelle parce que les propositions que nous soumettons sont claires et ces propositions permettraient d'engranger de bons résultats. Donc ça, c'est une chose. Alors c'est vrai, il faut faire plus. Nous avons vu un besoin clair, un besoin de mise en œuvre plus adéquate de la politique commune de la pêche. Mais nous devons également travailler sur l'autre moitié de mon portefeuille, c'est-à-dire que nous devons travailler sur les règles environnementales qui doivent être respectées, sur que certaines régions soient suffisamment protégées. Alors aussi, nous devrons bien revoir nos ambitions en matière de diversité de la biodiversité, c'est le cas de le dire. Alors, ce faisant, nous devrons également être certains que nous n'allons pas frustrer le secteur de la pêche, les pêcheurs. Nous devrons communiquer pour expliquer les avantages de nouvelles politiques que nous voulons mettre en œuvre. Et nous devrons communiquer aussi sur les pertes que nous pourrions vivre si nous ne réalisions pas toute l'entièreté du processus. Merci. Donc, comme vous le dites, c'est un processus complexe entre des intérêts opposés et c'est un jeu d'équilibriste pour la Commission, un rôle peu enviable finalement parce que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Maintenant, quel est le rôle de la société civile dans tout cela? La société civile parle toujours dans des termes simples. Soit elle est là pour aider, soit elle joue un rôle qui est dommageable. Alors, peut-on voir quelque chose d'intermédiaire? Et donc, il y a parfois un chevauchement entre ce système de puits de carbone et le système de la politique commune de la pêche. On voit que d'un point de vue scientifique, il y a un chevauchement entre les intérêts, entre les fonctions environnementales des habitats verts et d'autre part des intérêts de la pêche, du secteur de la pêche. Voilà, merci. Merci Mike. Merci d'avoir pensé à m'inviter aujourd'hui aussi, c'est un plaisir. Et je rebondis justement sur ce qui a été dit. On parle de la mauvaise application de la politique commune de la pêche et je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est nécessaire. Je pense qu'il nous reste encore pas mal de chemin à parcourir pour avoir une bonne mise en œuvre de la politique commune de la pêche. Entre-temps, la Commission européenne ou l'Union européenne a proposé de très bonnes directives pour y répondre. On a la directive cadre notamment, ou bien la réglementation sur la pêche en eau profonde. Donc, on ressent cette frustration justement qui vient de la société civile et surtout de personnes comme moi finalement qui travaillons dans ce secteur depuis si longtemps. Bien, les instruments sont là, c'est ça la frustration. Alors, on ne les utilise pas pleinement, mais aussi on voit qu'il y a très peu de pollinisation, très peu de discussion entre les acteurs qui sont couverts par ces différentes directives, très peu de chevauchement. Quand on parle de pêche, on a une approche de silo. Et quand on parle de régions marines protégées, bien, on parle de choses différentes alors que finalement, c'est la même chose. On doit reparler de la même discussion. Et je pense que justement, si on travaille avec la société civile, il faut pouvoir mieux se coordonner, il faut pouvoir se coordonner avec les différents instruments à notre disposition pour faire avancer notre approche et en faire une approche d'écosystème. Et ce faisant, nous comprendrons mieux les avantages pour le secteur de la pêche, pour les communautés côtières aussi, qui dépendent de bien plus que la pêche, qui dépendent d'un océan en bonne santé. Et Mike, j'en viens à ce que vous disiez, ce chevauchement entre pêche et activités dans les fonds marins notamment. Et là, je reprends ma casquette de la Deep Sea Coalition, la coalition que vous connaissez. Eh bien, ce que nous avons vu dans les présentations de cette semaine, et ça a été clair, c'est que le rôle du poisson, ou finalement, si vous voulez,
la fin de la surpêche pour lutter contre le changement climatique, c'est une chose, mais nous devons également voir ce qui se passe dans les fonds marins. On ne doit pas avoir d'impact sur la vie dans les fonds marins. On a un rapport dans le magazine Nature de la semaine dernière qui montre que finalement l'impact que nous avons sur les fonds marins a lui aussi un impact supérieur. Ce n'est pas une bonne idée, pour le dire simplement, de travailler sur les fonds marins quand on veut parler justement de stockage carbone. Ainsi, moi, je souhaiterais plus de coordination entre les secteurs de la réglementation de la pêche dans les fonds marins, mais aussi travailler, par exemple, sur les menaces que représentent eh bien, les forages en haute mer ou dans les fonds les plus profonds. Parce que l'on sait que si on va travailler dans les fonds marins les plus profonds, cela aura un impact et ça va perturber le cycle carbone des océans. Mais d'accord, donc je réagis, je rebondis. Est-ce qu'on pourrait nous montrer un transparent, le transparent neuf à l'écran qui a été présenté hier, si je ne m'abuse? C'était Alex Rogers qui en parlait, où on voyait ce chevauchement, parce que vous faites référence à ce document de Nature, du magazine Nature de la semaine dernière. Voilà, c'est celui-là, oui. Je pense qu'on fait face à un défi. Pour le commissaire et pour vous, Ska aussi, il y a un défi, faire avancer les États membres, respecter les engagements qu'ils ont signés pour atteindre les objectifs en 2030, en 2050. Maintenant, on doit parler des aspects pratiques aussi pour atteindre ces objectifs. Alors, évidemment, le fait de travailler avec ces chaluts, eh bien, dans les fonds de mer, c'est destructeur. Ça a un impact pour le climat. Le document, l'article scientifique de la semaine dernière le démontre clairement. Et Alex avait abondé dans ce sens hier, d'ailleurs. Donc, quelle voie suivre? Il ne faut pas simplement combiner deux approches ou les réconcilier, mais je pense que Rachid, vous aviez une réaction sur ce point hier, si je ne m'abuse, pendant l'atelier. Donc, en tant que scientifique, que pensez-vous de tout ceci? Alors, je ne pense pas qu'il faut pouvoir combiner, mais en tout cas, comment trouver un terrain d'entente entre ces différentes approches et activités? Que ce soit les eurodéputés, les députés européens, la Commission, tout le monde est très conscient de la pression politique actuelle et on parle d'environnement, de durabilité, de protection de l'environnement. Il faut trouver un juste équilibre dans tout cela. Et donc, il faut pouvoir accueillir à bras ouverts toutes ces initiatives. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on est là face à trois piliers. Ces trois piliers doivent avoir le même poids ou doivent-ils être suivis dans une certaine hiérarchie? Donc, on doit suivre la science, ce que nous dit la science. Et ma position en tant qu'économiste, bien sûr, c'est que même si on a ces trois piliers, eh bien, il apparaît clairement que l'on doit tenir compte de la biodiversité, on doit prendre soin du poisson parce que sans poisson, il n'y a plus de pêche. C'est une vérité qui coule de source. On ne peut pas dire le contraire, non? Et donc, il faut une hiérarchie à un moment donné, mais comment fixe-t-on les priorités? Parce que finalement, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien, tout s'écroule. Donc, on a une contrainte de temps que nous devons respecter. Je sais que pour un scientifique, c'est facile à dire, mais d'un point de vue politique, c'est une autre paire de manches parce que le monde politique fait face à beaucoup de pression. Et c'est ça, si vous voulez, le poids politique. Les personnalités politiques doivent informer, éduquer et faire avancer la société sur base de nos connaissances et aider tout le monde plutôt que simplement soutenir certains intérêts. Donc, pas mal de boulot sera nécessaire pour faire avancer la société dans ce sens. Et ensuite, on parlait frustration tout à l'heure, on parlait de puits de carbone. Eh bien, c'est vrai qu'en économie, dans le secteur de l'économie, on y travaille. Et évidemment, pas mal de gens veulent simplement empocher de l'argent et faire une plus-value. Et donc, on retrouve pas mal de pression à ce niveau-là. Maintenant, on connaît les autres valeurs et nous savons comment avancer avec une société plus détaillée, plus complète. Donc, on parlait du chevauchement. Bien, moi, si j'étais propriétaire de l'océan, si je me rendais compte qu'une partie de l'océan était un véritable puits de carbone, permettait de stocker beaucoup de carbone, et si c'était là aussi que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de poissons, bien, je réagirais. Et c'est le premier endroit que je me mettrais à protéger, en fait, bien sûr. On aurait comme une sorte de compte en banque de poissons qu'on met, ce serait un compte d'épargne poisson qu'on met de côté en protégeant ces régions de la mer, ces environnements marins.
on avait travaillé sur la valeur carbone et la valeur poisson que nous avions comparées dans une étude et nous avons constaté que la valeur carbone était simplement 10 fois supérieure à la valeur poisson. Voilà, c'est ce avec quoi nous jouons maintenant. Alors, bien sûr, le secteur de la pêche est très puissant, fait beaucoup de lobbying, etc. Donc, il faut pouvoir en tenir compte. Alors, merci de votre attention sur ce point. Eh bien, merci beaucoup, Rachid. Je pense que ces points sont tout à fait interpellants et marquants. Alors, monsieur le commissaire, en bref, ces points mentionnés par Rachid et qui ont été présentés hier par Alex et dans l'étude de Nature de la semaine dernière, eh bien, on comprend que le chalutage de fond a tout de même certaines conséquences et donc et des conséquences notables si on compare ce secteur à l'aviation. Alors, comment la Commission peut-elle réagir? Eh bien, avant tout, je tiens à dire qu'il faut des engagements ambitieux pour lutter contre le changement climatique et pour lutter contre la perte de biodiversité. Et à vrai dire, nous allons avoir 2 COP cruciales cette année, des COP intrinsèquement liées. Et au sein de l'UE, nous sommes depuis belle lurette conscients du fait que les océans sont notre ressource la plus importante, ressource économique, sociale et environnementale. Si les océans sont gérés de façon pérenne, eh bien, alors les océans peuvent être notre outil le plus efficace pour lutter contre les changements climatiques. Et en ce sens, la gestion des pêcheries est cruciale. Notre PCP est un instrument qui requiert le fait que chaque État membre trouve un équilibre entre ces 3 piliers de la durabilité que j'ai déjà mentionnés et pour le secteur, sa rentabilité et aussi l'équilibre écosystémique. Nous devons continuer à pousser pour une mise en œuvre pleine et entière de la PCP. Il faut que partout, pour toutes les espèces, la PCP soit respectée et il faut que les États aient la capacité d'effectuer un suivi et de faire respecter les obligations en matière de débarquement, etc. Le numérique et l'évolution des technologies doivent aussi être utilisés. Je ne peux le répéter suffisamment, mais un système de contrôle efficace est une condition sine qua non pour avoir une politique de la pêche efficace. Et cela n'a rien à voir avec une question de méfiance à l'égard des pêcheurs et des pêcheuses. Non, au contraire, un tel système de contrôle bénéficiera à la vaste majorité qui respecte les règles. Et cela permettrait de condamner les quelques-uns qui sortent des sentiers battus. Et donc, il est important que le Parlement et le Conseil ne ratent pas cette possibilité d'aller de l'avant pour moderniser notre système actuel et pour qu'il soit prêt pour l'avenir. Encore une fois, bien entendu, il est évident qu'au-delà du politique, il est important que les outils soient utilisés. Et en ce sens, le MSI et les obligations en matière de débarquement doivent être pleinement respectées. Et donc, il est important de, oui, choisir des espèces et des habitats à protéger, de faire un tri en fonction des différents vaisseaux. Et cette année, nous analyserons justement toute cette thématique à l'occasion de la COP et nous essaierons de voir justement quels outils doivent être limités, les outils les plus nuisibles. Alors oui, désolé de vous interrompre, monsieur le commissaire, mais je pense avoir peut-être entendu une question là pour SCA, pour le Parlement. Alors, le document dans Nature la semaine dernière était tout à fait opportun, mais nous avons lancé ce symposium, mais au-delà de cela, le Charitable Trust a publié un rapport de quelques 7 points contenant des échecs de la PCP. PCP qui est maintenant à sa 8e année de mise en œuvre, si je me trompe. Et je pense que ce rapport était tout à fait honnête et transparent et nous, les secteurs représentés dans ce panel, eh bien, nous pensons que d'une façon ou d'une autre, eh bien, oui, il est important de porter sa pierre à l'édifice pour la mise en conformité par rapport aux règles. Et donc,
D'après vous, que doit faire le Parlement européen, non seulement pour corriger le tir, parce que voilà, on sait qu'il y a eu quelques erreurs de par le passé, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et comment le Parlement européen peut-il contribuer à une mise en œuvre pleine et entière des règles existantes, étant donné ces ODD de 2030 qui approchent à grands pas? Alors, le fait est qu'il faut avoir des majorités C1X au PE, mais aussi dans les parlements nationaux. Et aujourd'hui, la biodiversité et la santé des océans n'est pas une priorité pour toutes et tous. Et c'est très clair dans les programmes de toutes et tous. Et l'électorat vote malgré tout pour ces personnes qui ne font pas de cela une priorité, qui ne font pas des océans une priorité. Et tant que cela ne change pas, tant qu'il n'y a pas de majorité politique en faveur de la biodiversité pour la protection des océans, pour la protection climatique, eh bien, il va être très difficile de faire quelque chose à la suite. Il faut beaucoup de pression publique, il faut des déferlements de la part des citoyens et ensuite les lobbies pour les océans, pour les poissons, eh bien, sont très rares. Alors oui, au fil de ces dernières années, les choses se sont un peu améliorées, oui, mais voilà, il faut une majorité politique et cela se passe par les élections et puis aussi grâce aux pressions du public. Les lobbies ne sont pas là par droit naturel ou non. Euh, et les partis naturels, les partis politiques, pardon, sont très honnêtes, très ouverts par rapport à leurs priorités. Et oui, pour nous, l'environnement est une priorité, mais pour d'autres, pas. Et ils reçoivent malgré tout des votes dans les urnes. Et donc, il ne suffit pas d'aller à la rencontre du Parlement européen et de crier qu'il faut faire quelque chose de différent, parce qu'avant tout, il faut avoir voilà, une pression du public et des majorités et ensuite, oui, il est important de se voir à quel point le public peut avoir une certaine influence. Mais le fait est que malgré les pressions du public, parfois certains gouvernements bloquent les choses. Et donc, il faut des pressions du public, mais en plus les majorités, je ne peux que le répéter. Alors oui, merci beaucoup. Et à vrai dire, je vous regarde vous, Ska, et je regarde le commissaire juste à côté. Et donc là, je vais passer à Farah. Et donc oui, la société civile, j'en fais partie. Et nous, Farah, nous souhaitons arriver à ces changements ô combien nécessaires, pointés du doigt par Rachid et la communauté scientifique. Mais il y a pléthore de personnes, de jeunes dans les rues. Mais il y en a peu qui se rendent compte du fait que voilà, réclamer une meilleure gestion des pêches, c'est également réclamer des actions pour la protection climatique. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'engagement de la société civile? Eh bien, alors je dirais que oui, pour l'heure, les jeunes ne s'en rendent pas forcément compte, mais il y a de plus en plus d'inquiétudes. L'urgence climatique est croissante et dans les rues, les groupes battent le pavé pour défendre le climat et des symposiums tels que celui-ci sont extrêmement importants pour montrer les liens entre climat et océan. Et les groupes de la société civile qui travaillent sur les océans comprennent qu'ils doivent créer un cadre pour débattre des océans à l'intérieur du cadre traitant des questions climatiques plus générales. Parce qu'il faut, oui, protéger les poissons et oui, on peut s'abstenir de manger des poissons ou des crustacés ou protéger encore le corail, mais tout cela doit s'inscrire dans un cadre plus vaste, celui de la discussion climatique. Et les coalitions telles que EU for Ocean ou Women for Ocean, que vous connaissez peut-être, hein, EU for Ocean, 111 organisations au sein de l'UE qui représentent des millions de citoyens, eh bien, toutes ces organisations souhaitent voir davantage d'actions sur les océans. Mais sans cadre sans être inscrit dans le cadre du débat sur le climat, on ne pourra aller de l'avant. Et donc oui, en effet, la société civile a une certaine responsabilité et
lorsqu'on parle de la pollution des océans, de la surpêche, du chalutage de fond en haute mer, etc., eh bien, il faudrait davantage de pression, mais cela ne peut se faire que si on crée des ponts. Et donc, en ce sens, je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce symposium parce qu'il y a maintenant des dizaines d'années d'études sur les océans et on comprend qu'on ne peut échapper à un véritable débat sur la santé des océans pour les restaurer et pour protéger le climat. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, en effet, il y a une dynamique et en effet, nous avons un rôle à jouer. Et maintenant, je vais revenir vers vous, Rachid. Lorsqu'on réfléchit euh, au chevauchement entre le rôle des écosystèmes marins, le rôle que ces écosystèmes marins peuvent jouer avec le climat, eh bien, on comprend in fine qu'il y a un chevauchement aussi avec les intérêts économiques, comme on l'a dit. Et donc, toutes ces études dans Frontiers et autres, comment dire, pourrait-on, pourrait-elle documenter les avantages économiques à à traiter à sa juste valeur plutôt les habitats marins. Mardi, nous avons entendu Sébastien qui nous a parlé. Oui, 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 oui. Ah, Rachid, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on. Alors, je voulais juste vous montrer un transparent. Alors ici, euh, les transparents de Monsieur Villasante le mardi et aussi un transparent de vous de lundi, si je ne me trompe, avec des éléments factuels. Donc, oui, oui, très bien, permettez-moi. Je voudrais juste commencer par rebondir sur les commentaires de notre eurodéputée, Madame Ska, et aussi sur les commentaires de Farah. J'ai beaucoup apprécié votre honnêteté, Ska. Et en effet, les actions dépendent de la décision du peuple, des décisions du peuple, surtout dans des démocraties. Et on ne peut défendre la biodiversité, l'environnement si les votes ne suivent pas. Et donc, les gens doivent être bien conscients de tout cela. Et donc, la société civile doit jouer son rôle et se faire entendre. Alors, ici, il est important de dire qu'on ne fait pas que publier des études. On fait des visites, on va également à la rencontre des eurodéputés. Et euh, il y a 3 jours, j'ai tenté de collecter des informations et Farah, vous êtes optimiste, j'apprécie ça. Vous souhaitez pousser et vous voulez que les gens comprennent les choses. Mais alors, pour ce qui est des politiques, il est important de réfléchir. Et ici, eh bien, ce transparent. Alors, on parle des prix du carbone et donc on ajoute des facteurs économiques. Mais, in fine, il est important de réfléchir à aujourd'hui et à l'avenir. Et bon nombre de personnes veulent avoir des coûts le plus tard possible et avoir des bénéfices immédiatement. Mais pour protéger la biodiversité, il est important de traiter cette façon de penser. Et donc, si on prend des obligations vertes, des obligations bleues, des bons verts ou bleus, eh bien, cela devrait justement lutter contre certains mécanismes de marché. Mais pour ce faire, il faut des initiatives politiques et le politique doit réfléchir à la relation entre les peuples et la nature, que l'on parle des océans, de la nature en règle générale. Et moi, je pense que les politiques ont cette responsabilité. Et à vrai dire, le peuple et les dirigeants politiques sont intrinsèquement liés. Le politique tente de sensibiliser et d'éduquer les peuples, pour ainsi dire. Et d'un autre côté, ensuite, c'est les peuples qui élisent les politiques. Et donc, oui, c'est une valse très délicate, mais il est important de faire des politiques permettant d'avoir des feedbacks des peuples à la nature, de la nature au peuple. Les subventions, c'est extrêmement compliqué. En 2002, j'ai déjà publié un premier rapport, une première étude là-dessus. C'était il y a 20 ans presque.
Et à vrai dire, on est toujours embourbé parce que voilà, il y a ces approches court-termistes. Mais la théorie, si on se contente d'elle, eh bien, elle ne dit pas qu'il faut aller en pêche pour pêcher plus que ce que le marché ne peut absorber. Et donc, lorsqu'on donne des subventions pour que les gens aillent pêcher davantage, eh bien, c'est comme si on leur donnait de l'huile pour éteindre le feu. Alors, utilisons l'argent public de façon à soutenir la nature, pour que la nature puisse subvenir aux besoins des peuples. Et Madame Keller, vous pourriez peut-être expliquer pourquoi la situation actuelle est si compliquée. Alors, nous avons des instruments économiques et politiques qui pourraient être déployés pour corriger le tir, et je pense qu'en Allemagne, il y a une idée qui va en ce sens, si je ne me trompe. Payer les gens pour qu'ils pêchent du plastique plutôt que des poissons. Et alors, on pourrait nettoyer les océans et, et alors, on peut mieux soutenir notre chaîne alimentaire, etc., etc. Alors, pourquoi pas avoir de telles politiques, mais à plus grande échelle? Telle est ma question pour vous. En tant que spécialiste du monde académique, évidemment, parce que je me doute du fait que les rouages politiques sont très complexes. Ah, Rachid, cela fait des années, près de 20 ans que vous écrivez là-dessus et c'est incroyable. Alors, je sais qu'on allait prendre que 45 minutes de votre temps et donc, peut-être qu'on pourrait passer à une sorte de conclusion et peut-être inviter nos membres du panel à dire quelques mots supplémentaires parce que, comment dire, on travaille toujours sur vos rapports, vos études, et ce n'est que le début. Ici, ce n'était qu'une première série. Et Rachid, en avril-mai, vous devriez avoir quelque chose. Oui, tout à fait, tout à fait. On aura une nouvelle étude d'ici là. Et il me semble que vous aurez une nouvelle conclusion, une sorte de checklist, n'est-ce pas? Oui, un outil pratico-pratique que les décideurs politiques pourraient utiliser en vue de prendre des décisions sur la gestion des pêcheries pour voir comment l'on peut améliorer la santé du monde marin et contribuer à l'action climatique. Alors, peut-être que pour boucler la boucle, je pourrais inviter notre commissaire à nous dire ce qu'il voudrait qu'on fasse pour qu'on lui facilite la vie et peut-être aussi pour qu'on puisse utiliser la flamme de la société civile pour euh, améliorer la situation. Et peut-être la même question pour notre eurodéputé. Et on sait que cela pourrait vous faciliter, vous compliquer la vie à la fois. Alors, monsieur le commissaire, vous avez la parole. Monsieur le commissaire, vous êtes en sourdine. Ah, alors, à vrai dire, je pensais que vous adressiez à monsieur Rachid. Est-ce que vous pourriez reformuler votre question, s'il vous plaît? Alors, ici, a- avec toutes ces études, on va avoir une checklist. Une checklist pour voir comment soutenir le monde politique pour prendre des décisions sur la bonne gestion des pêcheries pour améliorer la biodiversité verte qui contribue à l'action climatique. Alors, ces travaux sont toujours en cours et ils devraient être bouclés d'ici mi-avril ou mai. Alors, y a-t-il quelque chose que vous attendiez en particulier d'une checklist pour que vous facilite la vie en décembre, il me semble, lorsque vous aurez une rencontre avec les autres décideurs, des ministres divers et variés pour prendre de bonnes décisions qui, disons, pourront contribuer à améliorer la santé des océans plutôt que de savoir combien de poissons on peut tuer. D'accord, d'accord, merci bien. Alors, avant tout, eh bien, il est toujours plus facile de convaincre des gens, de convaincre des acteurs lorsque l'on a des faits à disposition. Et cela vaut pour tous les domaines. Ici, on parle d'océans et on peut parler des zones maritimes protégées qui ont des vertus
divers et variés sur le long terme. Et in fine, elles assurent la longévité des communautés pêchières. Une source de fierté pour ces communautés également. Et je pense que donc des éléments factuels qui permettent d'arriver à de telles affirmations sont très utiles. Ensuite, lorsqu'on parle des règlements relatifs au contrôle, il y a des débats très houleux. Et il risque de le devenir encore davantage. Et donc là, dans ces débats, si on a des faits à mettre sur la table pour proposer des solutions qui permettent justement d'orienter les échanges, eh bien, cela pourrait être très utile. Certains arguments vont parfois trop loin, d'autres pourraient être très facilement mis en pratique. Et les femmes de la communauté de la pêche jouent un rôle considérable. Et les liens entre PCP et la PCP, les obligations de débarquement, permettent d'arriver à de bons résultats. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que les faits permettent d'échanger mieux. Je participe à bon nombre d'échanges, de dialogues citoyens. Et vous savez, au cours de ce mandat, on parle évidemment énormément de la COVID et on n'a pas pu rencontrer les gens comme on le faisait à l'accoutumée. On n'a pas pu aller à la rencontre des communautés en chair et en os et de constater directement sur le terrain les problèmes auxquels ces communautés sont confrontées. Et cela fait que donc, oui, on n'a pas pu partager tout ce que l'on voulait comme on aurait voulu le faire, mais néanmoins, on est en train d'échanger. C'est ça qui est très important. D'accord, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Alors, Ska, quel est le point de vue du PE? Comment peut-on vous aider? Comment ces études peuvent-elles vous aider? Alors, moi, j'ai une très longue wishlist. Alors, j'ai été élu pour m'assurer du fait que l'on sauve le climat, les océans. Et donc, j'ai des souhaits pour les autres, mais aussi pour nous. Mais si on me pose la question, eh bien, je suis d'accord avec le commissaire, les données sont très importantes. Mais, bon nombre des données scientifiques qui nous sont présentées sont très difficiles à comprendre pour les eurodéputés qui n'ont pas disposé d'une formation en biologie marine de 20 ans. Lire des informations scientifiques, c'est complexe pour des eurodéputés qui ont 50 dossiers à traiter par jour. Et ça, c'est un gros hic. Bien souvent, en commission, il y a des apports très utiles, mais on est complètement submergé, la tête sous l'eau. Et si vous voulez être sûr et certain que l'on vous écoute, que les gens vous suivent réellement, eh bien, vous devez leur donner une chance de comprendre le message. Et ça ne sert à rien de leur donner 50 000 transparents présentés à vitesse VV prime. Et donc, j'imagine ce que vous voulez, ce que je veux dire, que vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et donc, peut-être que lorsque cette série sera publiée, eh bien, on pourrait peut-être avoir la possibilité de présenter ça de façon plus digeste pour les eurodéputés. Et peut-être que Rachid pourrait nous aider ainsi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre hic. Les océans, c'est une thématique sous-représentée dans le débat public. Les choses s'améliorent, mais les poissons n'ont pas voix au chapitre et c'est triste. Et idem pour ce qui est des actions de lobbying en matière de poissons. Et pourtant, ils ont voix au chapitre et je pense qu'il serait très utile d'avoir un pan de la société civile qui se concentre sur ces questions. Les obligations de débarquement engendrent bon nombre de pressions, mais la stratégie biodiversité, 30% de zones maritimes protégées, ce sont des choses pour lesquelles on peut pousser et
Puis, des pressions locales sont également très utiles parce qu'ici, on parle du niveau international, du niveau européen, mais les politiques font très attention aussi à ce qui se passe chez eux, dans leur circonscription. Et donc, bien souvent, ces députés font attention aux industries locales, mais pas suffisamment aux communautés locales intéressées par l'environnement. Et donc, peut-être que là, les communautés devraient se faire davantage entendre. Alors, Farah, du point de vue de la société civile, une telle checklist, c'est un outil qui va peut-être vous aider à faire du lobbying, n'est-ce pas? Et donc, comment pensez-vous que la société civile pourrait aider à pousser de l'avant ces échanges dans les semaines et mois à venir? C'est un équilibre délicat entre ce que la Commission veut d'une part et ce que l'on peut faire d'autre part. Et c'est ce sur quoi nous devons faire reposer notre communication. Maintenant, comme on le disait, au niveau des députés européens, il est important d'emballer cela pour en faire quelque chose de convivial et d'acceptable. Et donc, pour ce qui est justement d'accélérer, on est face ici à une urgence. C'est une urgence. Et même si on avance lentement, tout cela est en train de se traduire au niveau local, au niveau de la base. Et nous devons pouvoir comprendre qu'il faut protéger les océans si nous voulons protéger le climat et notre avenir. Donc, je pense qu'il y aura une réorientation. Les ressources sont toujours problématiques. Il y a toujours un problème de ressources pour la société civile. On fait beaucoup avec peu. Maintenant, malheureusement, je suis quand même confiante, oserais-je dire, parce que finalement, les perspectives sont très mauvaises pour les océans. Donc, je reste confiant dans le sens où plus de personnes vont descendre dans la rue, plus de personnes vont se plaindre. Et dans ces coalitions que nous voyons à travers l'Europe, il y aura des gens qui vont faire avancer les choses. Ces personnes sont très préoccupées par la situation du poisson. Des jeunes deviennent végétariens, végétaliens, et pas simplement pour protéger les animaux, mais aussi parce qu'ils sont préoccupés par la manière dont on gère la pêche à travers l'Europe et comment on gère la pêche à travers le monde, de toute façon. Donc, c'est une évolution que nous allons constater. Lorsque les jeunes vont devenir des électeurs, dans ce cas-là, je pense que cela pourra se traduire dans les élections, justement. Donc, pour l'instant, il faut aider les groupes locaux, parce que comme on l'a dit, il y a la bulle de Bruxelles, mais il faut être sur le terrain. Moi, j'habite aux Pays-Bas, dans une petite ville de pêcheurs, et ce serait super de voir que les groupes locaux soient plus actifs, plus présents, plus entendus aussi. Donc, je vous encourage toutes et tous à soutenir les ONG sur le terrain. Merci. Et je rebondis justement sur un point. Alors, on avait prévu 1 heure, mais ça dure un peu plus longtemps que prévu. On a un dernier sondage pour nos participants et participantes pour voir un peu votre sentiment. Je pense que tout le monde est un peu révolté, envie d'agir et tout le monde est prêt à passer à l'action. Et je voudrais d'abord remercier Monsieur le commissaire, Ska, Farah, Rachid. Merci à vous 4 d'avoir pris le temps de venir. Merci de nous avoir consacré votre temps pour conclure ce symposium et ces différentes journées de travail. Alors, voici, il est apparu à l'écran, le revoici, le petit sondage. Alors, vous pourrez bien sûr recevoir les enregistrements sur notre site. OK? Donc, on va lancer le sondage. Voilà, désolé, j'étais en train de me préparer à lancer le sondage. Donc, climateocean.com, on aura les enregistrements, les présentations et les résultats, bien sûr, des sondages. Oui, on y proposera ici différents documents, différentes présentations. Tout cela sera disponible dans les prochaines semaines. Donc, suivez-nous et on vous tiendra au courant. Et bien sûr, on vous demandera de soutenir également Monsieur le commissaire et Ska aussi dans leurs travaux. Ska, à quelle heure? Et aussi, n'oubliez pas de communiquer dans le chat les liens importants pour
trouver les ressources nécessaires. Merci. Oui, tout à fait. On va mettre le lien et je vais vous mettre le lien vers le rapport sur la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. En fait, ils vont d'ailleurs débuter un webinaire sur ce point maintenant, un webinaire sur ce rapport, sur l'expérience engrangée dans les 7 dernières années en matière d'exécution du rapport, des normes, etc. Donc, on va sauter d'un webinaire à l'autre, en fait, si je comprends bien, c'est ça? Oui, grosso modo, c'est ça, oui. Donc, je voulais vraiment vous remercier, à vous toutes et tous, les oratrices et orateurs qui nous ont rejoints pendant ce symposium. C'était intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait un deuxième sondage qui était celui de connaître votre principal défi face à la gestion des traités et l'action pour le climat. Et je pense que tout le monde, d'une certaine manière, a déjà répondu clairement à cette question. Il faut plus de volonté politique, plus de mobilisation sur le terrain. Ce seront les principaux défis que nous devrons relever. Rebecca, cette liste de points de contrôle, cette checklist, c'est aussi un outil utile. Donc, on pourrait l'appeler la liste de contrôle des points pour préserver la nature ou quelque chose. Donc, l'idée de savoir comment on peut mieux gérer l'effort de pêche pour aider la nature. Donc, il ne faut pas oublier que la nature était liée aussi et toujours liée à la pêche. Voilà, on va devoir en rester là. 80% d'entre vous, des participants, j'espère des oratrices et orateurs, donc on est peut-être plus de 80%, se sentent prêts, plein d'énergie, à saisir ces opportunités pour travailler sur l'effort de pêche et soutenir l'effort pour le climat et la restauration de la diversité biologique. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de votre présence. À bientôt. À bientôt de votre participation. Merci également de la part des interprètes qui vous ont accompagnés dans les coulisses virtuelles de cet événement. À bientôt.